trois visions du diagnostic d'autisme, et même je dirais trois visions diagnostiques globalement qui peut dépasser le problème de l'autisme. Alors, ces trois visions, elles vont être issues en tout cas deux d'entre elles vont être issues d'un manuel de référence qu'on appelle le DSM, et qui est le manuel de classification où se trouve l'autisme, mais où se trouve aussi la schizophrénie, les troubles de 10, etc. Et puis, pour le dernier, on en discutera, ça sera le diagnostic étiologique. Alors, c'est des termes qui vont être peut-être un peu complexes au départ, mais qui peuvent, je dirais, servir à accompagner la personne, et accompagner les parents, et aussi à voir comment, en fait, l'autisme est vu selon les chercheurs, les cliniciens, et quelles sont en fait les choses aujourd'hui qui sont discutées sur ce diagnostic d'autisme dont on reconnaît parfois qu'il est un peu entre guillemets un fourre-tout. Donc on va essayer d'y réfléchir ensemble. Alors, ce que je vais faire tout au long de la vidéo, c'est présenter de façon la plus objective possible, avec mes préjugés, comme toute personne, c'est présenter les diagnostics, les différentes formes du diagnostic d'autisme, et tout à la fin, en conclusion, je vous expliquerai pourquoi ma préférence va vers une vision et pourquoi. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle le diagnostic catégoriel. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic catégoriel ? C'est tout simple. C'est un diagnostic qui va se rapprocher un peu de la médecine générale. On va regarder s'il y a des traits, alors on peut appeler ça de la symptomatologie, c'est-à-dire qu'on va par exemple regarder, alors comme pour la médecine générale, est-ce qu'il y a de la fièvre, est-ce qu'il y a de la toux sèche, est-ce qu'il y a une PCR positive, pour prendre un exemple, et en fonction de ça, on va poser peut-être un diagnostic de Covid. Bon, la même façon, là, on va évaluer la présence ou l'absence de traits, donc de symptomatologie. Ça ressemble un peu à ce qu'on... Alors, désolé pour la comparaison, mais un peu à la taxonomie, c'est-à-dire qu'on va définir des espèces, en fonction des espèces, on va les classifier. Donc, on pose ensuite un diagnostic. Alors, et puis en général, l'idée justement, c'est qu'on a un diagnostic. Alors, on peut en avoir effectivement plusieurs, évidemment, mais il y a moins cette idée de co-occurrence ou de comorbidité. Alors, comment était posé le diagnostic catégoriel selon le DSM-4 ? Il y avait ce qu'on appelle une méta-catégorie qui s'appelle le trouble envahissant du développement, alors qui se prononce, il me semble TED, mais il y en a qui le prononcent TED, alors je sais pas trop, qui contenait l'autisme, le syndrome d'Asperger, le trouble envahissant du développement, le trouble désintégratif de l'enfance et le syndrome de Rett. Donc, j'ai repris les diagnostics plutôt qui correspondent aujourd'hui, selon le DSM-5, au trouble du spectre de l'autisme. Le trouble autistique ou autisme, il y avait une altération qualitative de l'interaction sociale, une altération qualitative de la communication, un caractère restreint du répertoire des activités et intérêts, et un retard constaté avant 3 ans. Dans le cas du syndrome d'Asperger, on avait plutôt une altération qualitative de la communication, on n'avait pas d'altération qualitative de l'interaction sociale, ça disparaissait pour le syndrome d'Asperger, et on avait le caractère restreint du répertoire des activités et intérêts. On verra juste après ce que c'est que le caractère restreint, mais on pourrait dire que voilà, c'est tout ce qui va être autour des stéréotypies, autour du manque de flexibilité des rituels, on peut, Et puis, on avait, dans le syndrome d'Asperger, une absence de retard de langage et du retard du développement, au niveau de l'autonomie du comportement adaptatif. Pas au niveau de la communication, évidemment. Et puis, on avait encore une troisième catégorie, qui était beaucoup plus rare, c'est le trouble désintégratif de l'enfance. Et là, on avait un développement normal pendant les 5 premiers mois, puis une régression, ces régressions devaient apparaître avant l'âge de 10 ans, aussi bien sur les interactions sociales, sur la marche, sur le langage, et aussi une décélération de la croissance crânienne. Et enfin, on avait une catégorie dont on ne peut pas dire grand-chose, qui est extrêmement encore posée, notamment dans les CAMS, parce que ils ne veulent pas poser d'étiquette pour de sombres raisons qui n'ont aucun sens. Le TED non spécifié, trouble envahissement développement non spécifié, qu'on a pu appeler aussi autisme atypique, c'est-à-dire un autisme où l'âge ne serait pas forcément très
précoce pour l'apparition de la symptomatologie, où la symptomatologie ne serait pas entière et où finalement les autres catégories ne répondraient pas assez, et c'est aussi pour ça qu'on est passé au dimensionnel, on verra pourquoi, aux critères du profil clinique que vous avez en face de vous. D'accord. Donc voilà un peu les 4 critères, enfin les 4 nomenclatures qui existaient au niveau du DSM-4 et qui sont à peu près celles de la CIM-10. Donc, quels étaient les avantages et les défauts du diagnostic catégoriel? Alors, les avantages, c'est vrai qu'il y avait une certaine homogénéité. Là encore, si on respectait évidemment les critères diagnostiques. Donc ça c'est vrai, il faut reconnaître, voilà, les personnes Asperger avaient ont un fonctionnement qui peut paraître beaucoup plus similaire, et effectivement quand j'interviens par exemple auprès d'enfants autistes, on peut se demander quelle est la continuité entre moi et la personne autiste, qui est l'autre personne autiste qui est en face. Et ça, je comprends cette question. Il y avait une plus grande facilité pour comprendre le profil d'une personne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu, ça rejoint ça, c'est-à-dire que finalement, on savait mieux nommer, entre guillemets, les choses, et on avait une représentation facilitée pour le grand public. Et puis, il y a une proximité avec l'idée de médecine générale, c'est-à-dire qu'on est présence ou absence, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez binaire. Soit il y avait présence de traits, soit il n'y en avait pas, et du coup, soit il y avait diagnostic, soit il n'y avait pas. Quels étaient les défauts de cette approche qui tend à disparaître, qui normalement disparaîtrait aussi avec la CIM en l'année prochaine? Des catégories rigides et floues qui correspondent pas toujours à la réalité clinique. On peut avoir des personnes qui vont avoir des critères sans avoir la totalité. On verra ce que ça produit. Ça produit ce que je mets la plupart, des catégories fourre-tout comme TDNS, comme bipolarité atypique, comme plein de choses comme ça, ou en fait schizophrénie atypique, parce que on a des critères qui sont pas clairs et qui ne correspondent pas exactement au tableau clinique qu'il faut pour rencontrer les critères diagnostiques. On a aussi des personnes qui sont moins aptes, on va être moins aptes à suivre l'évolution, parce que finalement une personne qui va être dans la catégorie autisme, finalement, et on le voit dans les études, quelqu'un qui était hier qu'on appelait AHN, c'est-à-dire autisme de haut niveau, qui était une sorte d'autisme typique sans déficience intellectuelle, pouvait rejoindre le fonctionnement d'une personne qui avait le syndrome d'Asperger. Aussi, à l'âge adulte, était-il pertinent encore de diviser ces deux catégories pour quelque chose qui n'existait plus cliniquement? C'était une vraie question. Et enfin, on risquait de créer toujours plus de catégories, ou alors des catégories, on peut dire fourre-tout, c'est-à-dire des catégories où en fait, comme on avait des personnes qui étaient cliniquement, qui ne ressemblaient à aucune catégorie, et toutefois qui avaient beaucoup de continuité avec d'autres, on était obligé finalement de recréer des catégories à chaque fois. On est quand même passé de 4 catégories à une seule finalement, avec le diagnostic aujourd'hui qu'on dit de trouble du spectre de l'autisme. On est passé des 4 catégories précédentes là à une seule. Voilà, j'ajouterais aussi que justement ces catégories non spécifiées ont été aussi la façon dont une partie des structures, notamment avec une vision psychanalytique, de ne pas poser de diagnostic réel, c'est-à-dire de poser un diagnostic, ce métadiagnostic qui est le trouble envahissement du développement, avec ce nom spécifié pour ne pas dire finalement autisme. Donc c'est vrai que c'était aussi un problème. Et le dernier point dont j'ai pas parlé, c'est que des fois on avait du mal à poser, et c'était même refusé pour certains, le diagnostic des comorbidités. Or les comorbidités peuvent beaucoup impacter le fonctionnement et on peut travailler dessus. Donc pour moi, les comorbidités, ne pas les poser peut être un problème. À l'inverse, il faut qu'il y ait un principe d'économie. On ne peut pas poser des comorbidités à la chaîne.
Mais il est clair et net que on peut travailler sur des comorbidités quand on peut pas travailler, par exemple, je vais prendre un exemple, une personne qui a une trisomie 21, elle peut normalement être autiste et elle peut aussi avoir une comorbidité de type trouble de l'attention avec hyperactivité si la déficience intellectuelle n'est pas suffisante pour justifier le fait qu'elle est hyperactive. Et donc ça, par exemple, on pourra envisager, pourquoi pas, de poser ce diagnostic et pourquoi pas d'envisager soit des médications, soit une prise en charge comportementale, soit d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant. La deuxième approche, c'est l'approche dimensionnelle. C'est celle du DSM-5, c'est celle qui est la plus actuelle aujourd'hui. La troisième aussi actuelle, mais ce que je veux dire, c'est que celle qu'aujourd'hui qui a balayé l'approche catégorielle, c'est qu'on va avoir une première approche catégorielle qui est peut-être pas si éloignée de l'idée de trouble envahissant du développement, mais qui est aujourd'hui le trouble du spectre de l'autisme, et pas le trouble du spectre autistique, mais le trouble du spectre de l'autisme. Et l'idée est la suivante, il y a une continuité entre les personnes autistes. Même si il y a des intensités différentes. On va être plutôt là à la fois sur quelque chose d'hybride, c'est-à-dire quelque chose qui va être du type catégoriel, puisqu'on va poser des critères, et en fonction des critères, on va dire si la personne est dans les troubles du spectre de l'autisme ou non. Et ensuite, il va y avoir une dimension qui va être d'intensité, comme on pourrait en trouver, je sais pas, moi par exemple j'avais mis la viscosité d'un liquide qui est plus ou moins visqueux, là c'est, alors je suis désolé, je savais pas trop, vous m'excuserez si les comparaisons sont douteuses, moi elle me choque pas, mais bon, moi je suis quelqu'un qui se choque pas beaucoup, voilà, sauf quand on maltraite les personnes autistes. Donc du coup là c'est une intensité de diagnostic, une intensité de symptomatologie. Et idéalement, il faudrait poser l'intensité de symptomatologie sur toute la symptomatologie. Donc, comment on va faire pour poser un diagnostic de l'autisme? Alors, j'ai été rapide, mais quand je suis en formation, j'explique plus. On a une évaluation du passé qui s'appelle l'ADI, on a une évaluation du présent qui va s'appeler l'ADOS, et on va faire aussi une anamnèse pour voir l'historique de la personne. Il faut qu'il y ait des comportements répétitifs et restreints, comme les stéréotypies, l'intolérance au changement, les intérêts spécifiques et bien sûr les sensorialités. Et il faut qu'il y ait une trouble de la communication sociale, un manque de réciprocité socio-émotionnelle, une difficulté dans la communication non verbale et une difficulté dans le maintien des relations. Donc, ça c'est une présentation très vulgarisée et je vais quand même expliquer en quoi elle est fausse, mais aussi en quoi elle est intéressante. Disons que en quoi elle est fausse? Bon, parce que clairement, léger, modéré, sévère, c'est flou. Enfin, c'est flou. Les limites sont floues. Mais en quoi elle est intéressante, c'est qu'il y a une continuité au sein du trouble du spectre de l'autisme dans la symptomatologie, donc dans les spécificités de la personne. Alors, j'ajoute quelque chose, symptomatologie ici, c'est simplement des spécificités. Il n'y a pas le caractère pathologique, il n'y met pas un caractère pathologique forcément, mais voilà, que ça parte pas dans l'idée que j'aurais dit que l'autisme est une maladie. Voilà, c'est assez agaçant. Donc voilà. D'un côté, on va avoir, alors pour prendre un exemple peut-être que vous connaissez, ou même un exemple peut-être plus simple, on va voir le joueur, par exemple. Dans la neurotypie, il y aurait celui qui gratte de temps en temps un ticket de loto. Dans l'autisme léger, on pourrait dire qu'il y a celui qui gratte un peu tous les jours, ou qui fait son loto toutes les semaines, et qui quand même dépense une certaine somme. Dans l'autisme modéré, il y aurait le joueur qui commence à dépenser vraiment des sommes, et puis il y aurait le joueur totalement pathologique entre guillemets, le joueur qui dépenserait, alors encore une fois pathologique ici ça ne s'applique qu'aux joueurs et pas à l'autisme, ça serait celui qui dépense toute sa fortune et qui finit par être interdit de casino, etc. Donc, ou alors on pourrait dire de la même façon, dans la neurotypie, il y aurait la personne lunatique, la personne cyclotimique, bipolarité type 2 et bipolarité type 1. C'est-à-dire finalement une continuité
sur l'autisme, mais une intensité différente selon où on se trouve. Quel est le problème de cette représentation? C'est que léger ou modéré ou sévère ne tient pas compte de chaque critère du diagnostic de l'autisme. Idéalement, si on posait correctement les niveaux de soutien, qui sont d'ailleurs pas des niveaux de sévérité, il est important de le rappeler, et ça je remercie Comprendre l'autisme qui m'a donné l'autorisation d'utiliser, on devrait diviser les niveaux entre communication sociale, comportement restreint répétitif, d'un côté ce qui nécessite un soutien plutôt faible, alors ça nécessite un soutien, pas faible, le niveau 2 qui nécessite un soutien important, et le niveau 3 qui nécessite un soutien très important. En fait, on serait là-dedans, je mettrai le lien, on serait là-dedans, et par exemple, il est possible, et je le vois moi dans mon expérience d'intervenant, d'avoir des personnes qui ont un trouble de la communication sociale qui va être plutôt marqué, mais qui n'auront pas, plutôt pas marqués, mais qui auront des sensorialités tellement vieillissantes que finalement, on aura des niveaux d'hétérogénéité. Alors effectivement, quand on a beaucoup de sensorialité envahissante, on va forcément avoir un impact aussi sur la communication sociale. Mais du coup, on pourrait très bien être en niveau 1 en communication sociale et en niveau 3 ou niveau 2 en soutien de comportements restreints et répétitifs, des sensorialités très envahissantes, des difficultés à s'adapter, etc. Le problème, comme vous le voyez, si vous le lisez, et j'espère que vous le lirez dans le lien que j'aurais mis, c'est que les critères sont très très flous et qu'il n'y a pas véritablement d'outils étalonnés, normalisés pour évaluer cela. Alors, il existe la CARS, mais la CARS, en fait, elle se base pas sur le DSM-5 et elle se base uniquement sur les comportements. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, sur les sensorialités, par exemple, la CARS, elle serait assez inefficace. Donc voilà. Donc du coup, le problème de cette réalité des seuils du DSM, déjà, 1, c'est qu'en France, c'est pas souvent posé. 2, quand c'est posé en France ou au Canada, il n'y a qu'un seul seuil et pas 2 comme il devrait y avoir. Et 3, malgré tout, il n'y a pas d'outils pour vraiment évaluer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, d'ailleurs, que je vois sur Internet, qui vont se dire autiste sévère. Alors, est-ce que, par exemple, je peux comparer cet autisme sévère avec ceux avec qui j'interviens qui peuvent, par exemple, ne pas être verbal, ne pas être propre à 15 ans? Je dis pas du tout, voilà, il y a sans doute une continuité symptomatologique, enfin une continuité de spécificité ou symptomatologique, mais quand même, au niveau du soutien, il n'y a pas le même soutien nécessaire à cette personne qui a besoin de quelqu'un pour se laver, pour manger, pour la surveiller parce qu'elle n'a pas conscience du danger, pour son autonomie, avec une personne qui se dit autiste sévère sur Internet et qui arrive quand même à avoir une vie plus ou moins normalisée. Donc c'est aussi la grosse problématique. Alors, en sachant qu'en plus, on parle normalement de niveau de soutien et pas de sévérité. Donc l'approche dimensionnelle, les qualités, les défauts, les qualités, elles sont inhérentes un peu à l'approche dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on a un meilleur suivi clinique et surtout on a cette idée d'intensité, donc on va pouvoir normalement, idéalement, imaginons un monde utopique, si les seuils étaient bien posés, ça permettrait d'engager par exemple par exemple des aides à la MDPH, ça débloquerait des aides à la MDPH en fonction du niveau d'aide et en fonction des besoins. Donc, alors qu'aujourd'hui, justement, le problème, c'est que finalement le diagnostic n'apporte pas ces idées-là. Bon, il y aurait donc cette évaluation des besoins d'aide, une plus grande facilité à poser des diagnostics à des personnes qui rencontrent qu'une partie des critères, ce qui peut être aussi un désavantage, mais voilà. Des diagnostics comorbides mieux identifiés, on va spécifier s'il y a un trouble de la déficience intellectuelle, du développement intellectuel, et un diagnostic qui est vraiment plus orienté pour l'intervention, c'est-à-dire que du diagnostic, on doit pouvoir savoir ce qui est problématique pour la personne.
Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, avant. Parce que avec, par exemple, le diagnostic d'autisme typique ou le diagnostic de syndrome d'Asperger, on ne savait pas forcément quelles étaient les problématiques. On savait qu'ils avaient un diagnostic. Mais il y avait quand même une différence d'intervention. Je parle si les seuils sont posés, évidemment. Les défauts de l'approche dimensionnelle, ils sont inhérents, hein. C'est le risque d'hétérogénéité au sein des catégories. C'est les seuils d'intensité, j'en ai parlé, sans critères ou outils normalisés pour les poser. C'est la difficulté pour savoir où s'arrête le continuum. Hein. Donc il y a une idée de continuum du pathologique. Alors quand je dis pathologique, attention, c'est pas pour l'autisme, mais globalement, finalement, à quel moment on est dans le trouble du spectre de l'autisme et à quel moment on pourrait être, par exemple, dans ce qu'on nomme le phénotypologie, c'est-à-dire quelque chose d'insuffisant pour poser le diagnostic. Ça va dépendre à la fois, alors pour certaines personnes autistes, par exemple, que Laurent Mautron appelle autistes de couloir, en général, pour ces personnes-là, il n'y a pas de problématique pour savoir si elles rentrent dans les critères. Mais pour des personnes qui ont des problématiques différentes, c'est beaucoup plus qui ont des problématiques qui sont plus, entre guillemets, moins visibles. Du coup, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on commence, c'est une vraie question. Voilà, faute de seuil bien posé, une grande diversité qui peut être problématique pour le grand public, une risque de ne pas marcasser les différences au sein du TSA, parce que du coup, le problème du TSA, c'est qu'il est posé souvent sans seuil. Donc on ne sait pas finalement, on va avoir, moi j'ai un diagnostic d'un syndrome d'Asperger, mais aujourd'hui j'aurai un diagnostic de TSA comme une personne qui est non verbale, une personne qui est verbale, comme une personne qui est en femme, comme une personne qui est en IME, comme une personne qui a fait des hautes études universitaires. Et finalement, au niveau du grand public, ça peut être problématique parce que la représentativité est complexe. Et puis pas qu'au niveau du grand public d'ailleurs. Et puis une absence, et ça je suis assez d'accord avec Laurent Mautron quand il en parle, le principe d'économie pour les comorbidités. Alors tout dépend un peu et c'est aussi un problème parce que c'est finalement les comorbidités en quelque sorte, il faut presque aller les chercher. C'est-à-dire qu'il faut déjà, comme le diagnostic d'autisme d'ailleurs un peu, il faut déjà avoir l'intuition que l'enfant, par exemple, ou que la personne a un trouble de l'attention avec hyperactivité, puis aller lancer une procédure diagnostique pour avoir une comorbidité. Mais du coup, on peut avoir des personnes qui vont avoir TDAH, trouble 10, trouble du comportement alimentaire, etc. Des fois même sans diagnostic d'autisme, alors que peut-être finalement le diagnostic d'autisme regroupe tout cela. J'avais fait une BD là-dessus, j'avais envie de rester sur quelque chose d'un peu plus sérieux, mais effectivement, voilà, ça peut être le problème. Et puis, il y a le troisième diagnostic, qui est celui proposé notamment par Laurent Mautron, mais pas que j'ai entendu encore ce matin au CRA de Languedoc-Roussillon, avec lequel je suis pas forcément d'accord, mais je voulais le présenter, je vais essayer de le présenter le plus objectivement possible. Il est possible que mes préjugés prennent le dessus, donc. En fait, l'approche étiologique, qu'est-ce que c'est l'étiologie? C'est savoir les causes. Les causes de l'autisme, c'est un vrai problème, puisqu'aujourd'hui, on sait que c'est en grande partie héritable. Quand je dis héritable, ça ne veut pas simplement dire héréditaire. Et on sait aussi que finalement, l'approche étiologique est une approche qui est aussi et j'en parlerai, qui est aussi un sujet de recherche. Aujourd'hui, on doit évaluer si finalement cette approche est intéressante, parce qu'on ne peut pas forcément en être sûr aujourd'hui. Donc elle repose sur l'étiologie, c'est-à-dire recherche des causes, et notamment recherche génétique ou recherche de syndromes associés, et sur le phénotype, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement va être les critères symptomatologiques, j'ai pas mis de S, autres que ceux directement liés à l'autisme. On va voir ce que c'est. Alors, elle ne fait pas consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de référentiel comme le DSM ou la CIM qui vont parler de cette approche, mais par contre, elle est plutôt utilisée dans la recherche que dans l'aspect clinique.
Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autisme prototypique ou syndromique? Alors, il y a aussi l'autisme Asperger, qui reste à peu près sur les critères du DSM-4. Donc, j'en ai pas parlé. Hein. Donc l'autisme prototypique, ça serait une intelligence normale non verbale, soit une macrocéphalie, c'est-à-dire un crâne plus grand que la moyenne, ou typique, un développement, désolé, il y a des mots, je l'ai écrit tout à l'heure, donc je l'ai fait ce matin, donc c'est possible qu'il y ait des fautes, développement moteur normal, des intérêts perceptifs, peu de mutations de nouveau, c'est-à-dire des mutations de grande importance, une apparition tardive de l'oralité et un sexe ratio masculin, c'est-à-dire ça serait un autisme prototypique, ça serait un autisme qui serait où il y aurait à peu près 4 hommes pour une femme, un peu comme ce qu'il y a un peu dans l'autisme et qui tend à changer. Là, je reprends les critères tels que je les ai lus chez Laurent Motron, chez d'autres. Hein, donc, il n'y a pas de jugement. Hein, c'est les critères. Donc là, l'autisme syndromique, ça serait un autisme où il y aurait par exemple d'autres syndromes ou des risques chromosomiques connus mis en évidence, hein, X fragile, sclérose tubereuse, CHOP3, etc. Un QI qui serait souvent inférieur à 70, c'est-à-dire un trouble de la déficience intellectuelle, une dysmorphie ou une microcéphalie, mais pas forcément. Souvent d'épilepsie, du retard moteur, un langage absent ou très retardé ou très peu fonctionnel, pas d'îlot de performance intellectuelle et on serait plutôt sur un sexe ratio du coup là homme-femme égal. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, ce qu'on retrouve notamment chez Laurent Motron, chez une partie de ses suiveurs, chez partie de ceux qui adhèrent à ses idées, notamment autour de la neurodiversité, autour de quelques chercheurs. L'idée, en fait, c'est de répondre à cette hétérogénéité, et là, je reprends un graphique de Nature qui est en open source, donc si jamais c'est un problème, effectivement, je le retirerai, qui est simplement qui montre que le nombre de personnes autistes cesse d'augmenter en prévalence, c'est-à-dire que en 1987-2002, on a 0,2% des naissances qui sont où la personne peut, qui sont concernées par l'autisme, et aujourd'hui aux États-Unis, selon la CDC, on peut être à plus de 2%. C'est-à-dire qu'on aurait aujourd'hui, par exemple sur la France, si on était à prévalence égale longtemps, on serait aujourd'hui sur 70 millions, on serait environ 1 400 000 personnes autistes. On reconnaît, alors qu'avant, on était à 140 000. Vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence. Donc, l'autre chose que note cette étude, notamment par Laurent Motron, c'est que effectivement, on voit qu'il y a une diminution des problématiques de la reconnaissance des émotions, de la théorie des tests de théorie de l'esprit, de l'inhibition, etc. Donc, selon Laurent Motron, cela démontre aussi que finalement, les personnes autistes de 1990 diagnostiquées ne correspondent pas aux personnes autistes diagnostiquées en 2015. Et voilà. Et aussi que l'autisme, à travers les deux derniers schémas, que l'autisme connaît un certain engouement, et ça c'est une réalité. Il y a une visibilité du diagnostic d'autisme, et notamment une visibilité du diagnostic, une visibilité des personnes autistes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit alors, d'après Laurent Motron, et après, moi, je dirais, d'après ce que je pense, ça nous dit en tout cas qu'effectivement, dans les études, je dis bien dans les études, il y a des difficultés moindres entre les personnes de 1990 et de 2015, et qu'il y a de plus en plus de personnes diagnostiquées autistes. Donc, pourquoi ce diagnostic finalement étiologique ? Alors, c'est pour répondre donc au manque de spécificité avec un S des critères du DSM-5. Il permettrait de travailler sur une population plus homogène. Alors là, c'est encore une fois, c'est selon ceux qui veulent le promouvoir. C'est pas
c'est pas forcément, voilà, le point il n'est pas encore démontré. Hein. L'ADOS, selon donc ces personnes-là, repérerait des faux positifs. Enfin, ça c'est vrai. Il y a des études qui le montrent. Par exemple, des personnes qui ont un TDAH avec anxiété ou un trouble oppositionnel. Il serait plus utile pour la recherche parce qu'effectivement, comme il y a des syndromes associés dans l'autisme syndromique, différencier les personnes qui ont un syndrome associé permettrait, par exemple, de travailler plus sur une population qui ont des syndromes associés, par exemple, du X fragile ou de la sclérose tubéreuse. Et voilà. Il y a, pareil pour les porteurs, le moindre risque d'attractivité diagnostique. Alors ça c'est peut-être plus vrai au Canada, j'en sais rien. Donc soi-disant pour avoir des services et de la désirabilité aussi du diagnostic où effectivement il y a parfois une mise en scène du diagnostic où les personnes sont particulièrement mises en valeur. Et puis du fait de l'absence de comorbidité, on aurait une meilleure facilité à caractériser l'autisme prototypique, hein, qu'on pourrait appeler des fois autisme pur. Hein. Moi, je trouve l'appellation totalement, aversive, pour utiliser de l'ABA, et plus pertinent pour l'intervention. Donc, les qualités et les défauts de l'approche étiologique, c'est une simplicité du travail de recherche, hein, du coup, hein, comme je disais, parce qu'on a des autismes syndromiques qui sont à part, des autismes Asperger qui sont aussi à part. Alors, soit on prend par exemple la population autiste Asperger, on prend la population autiste prototypique. Donc on revient finalement un peu à du catégoriel, hein. C'est-à-dire c'est encore, voilà, on revient un peu en arrière, mais avec des catégories différentes, qui seraient plus neurobiologiques. Donc, c'est-à-dire qu'on va évaluer, par exemple, à ce que je disais, une macrocéphalie, est-ce que la personne au Raven a des meilleurs résultats qu'à la WISC, est-ce que la personne a un intérêt perceptif, est-ce qu'elle a une apparition tardive de l'oralité, mais finalement est-ce qu'elle, voilà, etc. Ça serait aussi la fin de l'autisme, selon Motron, de l'autisme invisible, pour lui plus présent chez les femmes, et en tout cas présent en tout cas un peu partout. Une réduction de cette falsification de désirabilité par rapport au service, et une meilleure prise en compte des spécificités de l'autisme alors c'est pas pur, mais enfin d'un autisme sans comorbidité. Sans nier qu'effectivement les comorbidités peuvent être aussi un problème. Alors, dans les défauts, alors là c'est vrai que là pour le coup c'est plus moi qui les présente les défauts, hein, parce que on aurait des catégories neurobiologiques mais sur des critères parfois arbitraires. Alors j'ai mis une étude et on voit qu'en fait ils vont évaluer par rapport à, alors ils savent pas trop comment évaluer, donc ils vont prendre 1,5 écart type, 2 écarts type, parce que finalement on peut pas mettre en valeur toutes les caractéristiques les caractéristiques génétiques, puisqu'aujourd'hui on est encore dans les balbutiements de la génétique autour de l'autisme. Donc l'autisme syndromique est quand même assez difficile à caractériser. L'homogénéité dont parle Laurent Motron au sein de la catégorie autisme prototypique me semble pas aujourd'hui démontré, ni même le gain sur l'intervention. Je vais reprendre sur l'idée. Aujourd'hui, j'ai des personnes autistes qui pourraient correspondre, enfin la plupart des personnes autistes que j'ai, elles pourraient correspondre à l'autisme syndromique dans le sens qu'elles sont soit non orales, soit avec une déficience intellectuelle associée réelle ou parfois supposée, donc qui pourrait être fausse, hein, je l'entends, mais enfin qui avec une Vineland, c'est-à-dire des comportements adaptatifs vraiment en deçà de ce qu'on attend à leur âge, avec des personnes quand même assez âgées. Et aujourd'hui, je veux dire qu'on me dise que cette personne-là, même si d'ailleurs on me disait qu'elle avait un Raven de 130, ça changerait strictement rien à l'intervention pour moi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui elle a un Raven de 130 que je vais pas continuer à travailler la continence avec elle, ou que je vais pas continuer à travailler mettre son manteau. Je veux dire, qu'est-ce que ça changerait? Donc, et en plus, si elle est autiste syndromique, je ne vois pas non plus que ça va changer en termes d'apport pour des personnes qui n'ont pas de troubles identifiés associés, je parle.
pour moi, l'hétérogénéité, de toute façon, est propre aux catégories cliniques. Il faudrait vraiment évaluer si vraiment, alors, toutes les catégories cliniques, par exemple la catégorie bipolaire aujourd'hui, ou la catégorie borderline, on parle des fois le remontrant pour dire que les personnes borderline voudraient être autistes, la catégorie borderline, qui est d'ailleurs assez peu posée en France, elle me semble largement aussi hétérogène. Et même la catégorie bipolaire, avec des personnes qui peuvent avoir un fonctionnement intellectuel finalement de bonne facture, et des personnes qui peuvent avoir ou des personnes même dans la schizophrénie, quoi. On a ce type de personnes, on a vraiment des catégories où le fonctionnement est très différent. Le risque, et ça je dirais que pour moi, j'ai eu l'impression d'entendre ce matin, c'est l'abandon, ou tout du moins la mise à l'écart de l'accompagnement des personnes autistes syndromiques, qui me paraît très problématique. Et finalement, pour moi, un manque de vision fonctionnelle du diagnostic, c'est-à-dire d'évaluation finalement du fonctionnement. C'est-à-dire que là, du coup, on ne sait pas les besoins. Une fois qu'on a posé l'autisme syndromique ou prototypique, on a du mal à en déduire quelque chose en termes d'intervention. Donc, en conclusion, c'est que mon avis, donc je précise, et pareil pour les qualités défauts qui restent un peu mon avis avant tout. Mon inclination, vous l'avez peut-être compris, je ne sais pas, c'est la vision dimensionnelle, parce que pour moi, même si aujourd'hui je n'ai pas les difficultés d'une personne autiste typique, j'ai quand même, et je le retrouve très régulièrement quand je dois intervenir et faire une fonction, et d'évaluer une fonction d'un comportement, etc., une façon similaire de réagir à un degré moindre, par exemple sur les sur les comportements, mais je peux comprendre qu'il y a des choses finalement où la personne me ressemble en termes de fonctionnement à une intensité bien différente. Donc pour moi, l'idée justement je trouve que l'idée de balayer les catégories, ça a un intérêt à ce niveau-là. Le continuum me semble meilleur parce qu'il permet d'évaluer le degré d'aide s'il était bien posé, ce qui n'est pas le cas. Le problème de faux diagnostic est inhérent à tout diagnostic. Alors j'avais pris le coronavirus, mais on peut même aller sur le HIV. Aujourd'hui, il n'y a pas un test même biologique qui n'a pas d'incertitude. Donc finalement, se dire qu'il y a des faux positifs et des vrais négatifs, c'est une évidence. Donc, mais par contre, il faudrait réinsister sur le critère D, qui est quand même l'impact fonctionnel, et sur, je dirais aussi, le critère de la persistance diagnostique depuis le plus jeune âge. Et beaucoup d'études montrent que, voilà, s'il y a une réduction de la symptomatologie, comme on a vu tout à l'heure ici, effectivement, il y a une réduction. On voit qu'il y a une meilleure reconnaissance des émotions, moins de problématiques d'inhibition, etc. Très bien, mais est-ce que finalement c'est inhérent au fait qu'on prend des personnes, quand on étudie des personnes plutôt autistes d'un bon niveau, parce qu'on peut leur faire passer facilement une IRM, parce qu'on peut les interroger, parce que tout ça, parce que même faire un test de théorie de l'esprit avec un enfant qui a une capacité, qui n'a pas d'attention, ou qui a très peu d'attention conjointe, c'est très compliqué, ou est-ce que véritablement c'est un problème qui est réel et qui traduit la réalité diagnostique. Moi, sur une étude, je suis incapable de dire ça, parce que les études, elles sont clairement, et on le retrouve, il y a une étude sur le sujet, on est clairement sur des profils qui sont bien différents entre 1990 et 2015. Après qu'il y ait un élargissement des diagnostics, c'est évident aussi. La plupart des personnes autistes Asperger de mon âge ont eu un diagnostic tardif et ne l'auraient pas eu en 1990, d'ailleurs où le syndrome d'Asperger n'était pas encore posé en France. Enfin, un dernier point, et ça serait peut-être une réponse à tout ça, mais on peut en rediscuter, c'est plus les conclusions un peu d'ouverture, je sais pas. On pourrait réfléchir si finalement on ne devrait pas penser l'intervention et le mode clinique en termes de symptomatologie. Par exemple, on pourrait avoir la communication sociale, on aurait un trouble de communication sociale, et dans ce trouble de communication sociale, bien sûr,
on spécifierait, hein, par exemple, trouble de la communication non verbale ou trouble de la prosodie, enfin je sais pas, peu importe. Pour dire que voilà, on pourrait partir sur une vision symptomatologique assez spécifique, hein, parce que le trouble de la communication sociale ne se traiterait pas pareillement si en fait on va parler de personnes qui ont une phobie sociale ou si on va parler de personnes qui sont autistes, évidemment. Parce que la phobie sociale, c'est souvent que la personne a peur, et on peut avoir chez des personnes autistes un trouble de la communication sociale avec une très forte motivation sociale. Simplement, la personne ne sait pas comment agir. Donc, si on parle peut-être de la symptomatologie, par exemple, voilà, trouble voilà, on pourrait travailler sur la partie communication sociale liée à l'autisme sans forcément avoir ce diagnostic. Il faut que les critères soient spécifiques, assez spécifiques quand même pour être assez fins pour que ça soit traité de la même façon pour toutes les personnes. Mais finalement, quand on va avoir des comportements problèmes, par exemple, qui vont apparaître chez des personnes avec une hyperactivité et un TOP, et comportements problèmes avec chez les personnes autistes, on pourra mettre en place les mêmes solutions parfois. Tout dépend après comment on va analyser et comment en fait va ressortir l'analyse. Mais même par exemple, je suis en train de me former au test de Dunn, on voit que dans le trouble de l'attention avec hyperactivité, les sensorialités ne sont pas non plus dans la norme. Donc finalement, est-ce que ces solutions finalement, est-ce qu'on ne devrait pas partir de la symptomatologie clinique, donc d'un problème, d'une difficulté clinique repérée, et travailler dessus, plutôt que finalement aller rechercher des entités parfois incohérentes ou hétérogènes, et se dire que finalement c'est ça qui va déterminer l'intervention et non finalement la spécificité de la personne. Voilà, alors je pense que j'étais un peu loin, je pense que j'ai perdu une grande partie de mon public, mais j'avais envie de le faire et je me suis dit, de toute façon, en général, il n'y a pas grand monde qui me regarde, donc je me dis, bon, autant se faire plaisir, ce qui est le cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, hein, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, et merci en tout cas de votre présence.